Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de refaire ensemble un calcul historique qui a été fait la première fois par Einstein en 1915, alors qu'il était en train de finir l'élaboration de sa théorie de la relativité générale. Et ce calcul, il est assez historique puisque c'est la première preuve expérimentale de sa théorie. C'est le calcul de l'avance du périhélie de Mercure. Alors le problème du périhélie de Mercure, c'est le suivant. Dans le système solaire, on a le Soleil qui est au centre, et puis les planètes tournent autour du Soleil, et en particulier la planète Mercure tourne autour du Soleil sous la forme d'une ellipse. Alors ici, j'exagère l'ellipse, en réalité c'est presque un cercle, mais toutes les planètes suivent des orbites comme ça, en forme d'ellipse. C'est ce qu'on appelle les orbites de Kepler, et la forme de cette ellipse est déterminée par la loi de Newton. Le problème, c'est que dans le système solaire, les planètes ne sont pas seules autour du Soleil. Il y a d'autres planètes, on a Vénus, la Terre, Mars, etc. Et toutes ces planètes vont exercer des petites forces d'attraction sur la planète, Mercure, de sorte à la faire dévier légèrement de sa trajectoire périodique autour du Soleil. Alors bien sûr, la force d'attraction qui reste majoritaire, c'est celle du Soleil, mais toutes ces petites forces vont légèrement dévier l'ellipse, si bien qu'après une orbite, Mercure se trouve sur une ellipse qui est légèrement décalée, et donc le point ici où Mercure passe le plus près du Soleil, c'est ce qu'on appelle le périhélie, eh bien il s'est décalé, et à l'orbite suivante, Mercure suit une ellipse légèrement décalée avec un périhélie légèrement en avance. Alors encore une fois, ici c'est très exagéré, le décalage de l'ellipse en réalité il est vraiment minime et s'effectue au cours de siècles et de siècles. Et en fait, la théorie de Newton permet de calculer cette avance du périhélie de Mercure en prenant en compte l'attraction gravitationnelle des autres planètes dans le système solaire. Le problème, c'est qu'on obtient une valeur qui est presque identique à ce qu'on observe, mais légèrement supérieure. On observe une anomalie. Il y a 43 secondes d'arc par siècle de différence avec l'observation, et qui visiblement n'est pas due à la présence d'autres planètes. Donc il y a une avance du périhélie de Mercure qui est due à la force de gravité elle-même. Alors une seconde d'arc, c'est un 3600e de degré en angle, par analogie entre les heures et les secondes. Et donc vous voyez que c'est vraiment un angle minuscule, 43 3600e de degré par siècle. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez difficile à déceler, et à l'époque, beaucoup de chercheurs se disent que cette différence n'est pas forcément très importante. Mais en fait, elle va constituer la première preuve expérimentale de la relativité générale qui permet justement de trouver cette valeur exacte de 43 secondes d'arc. Alors dans cette vidéo, on ne va pas s'intéresser au calcul avec les autres planètes, c'est un calcul qui est assez fastidieux. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de considérer un système solaire avec uniquement le Soleil et Mercure, et on va voir que dans ce système-là, avec la relativité générale, l'orbite précesse quand même s'il n'y a pas d'autres planètes, le périhélie se décale quand même de 43 secondes d'arc par siècle, qui est la différence prédite par la relativité. Bon alors c'est parti. Pour commencer, on va déterminer la géométrie de l'espace-temps dans laquelle on veut travailler. La géométrie de l'espace-temps va considérer que la masse de Mercure est très inférieure à celle du Soleil, ce qui est effectivement le cas, et que le Soleil est à peu près sphérique et statique, qui n'évolue pas trop au cours du temps par rapport à la vitesse de la lumière. Et ça nous permet d'utiliser la métrique de Schwarzschild, qui est la métrique standard en relativité générale pour étudier un corps sphérique et statique. Donc la métrique de Schwarzschild, elle s'écrit de la façon suivante. ds carré est égal à c carré dt carré facteur de 1 moins rs sur r, moins dr carré sur 1 moins rs sur r, moins r carré d phi carré. Alors là, je vais vous expliquer un peu ce que c'est si vous n'avez pas l'habitude. Déjà, on se place dans le plan orbital de la planète, donc on néglige une troisième dimension. Donc on n'a que deux dimensions d'espace. Les deux dimensions d'espace, ça va être nos deux coordonnées r et phi. Alors r, c'est la coordonnée radiale mesurée depuis le centre du Soleil. Donc en fait, c'est une sorte d'altitude par rapport au centre du Soleil. Phi, c'est un angle mesuré par rapport à un axe quelconque. Donc c'est l'angle que forme la planète Mercure par rapport à un axe. Et puis t, c'est la position temporelle de la planète lorsqu'on mesure le temps sur l'horloge d'un observateur très lointain, puisqu'en relativité, le temps est relatif, et donc en particulier, la planète Mercure va porter son propre temps, le temps propre de Mercure, qu'on va noter petit o, et donc à cause des effets de dilatation du temps, il faut prendre en compte la coordonnée temporelle petit t, comme s'il s'agissait d'une troisième dimension, c'est la dimension du temps.
Alors, ces petits d devant les coordonnées, dt, dr, dφ, ça indique simplement qu'on s'intéresse à des petites différences de coordonnées. Donc on imagine qu'on a deux événements dans l'espace-temps qui sont séparés dans l'espace et dans le temps, donc ils n'ont pas les mêmes coordonnées. Donc imaginons par exemple que cette séparation c'est suivant l'altitude, et puis cette séparation c'est suivant le temps. Eh bien, cette métrique ds carré nous permet de mesurer cette distance-là de l'hypoténuse, entre guillemets. Donc c'est la distance qui sépare dans l'espace-temps les deux points. Alors c'est une distance abstraite, et en fait cette distance, c'est ça qu'on appelle le temps propre, qu'on va noter dτ, avec un facteur c pour convertir, c'est la vitesse de la lumière, ce petit c, il nous permet de convertir du temps en unité de longueur. Et puis enfin, ce rs qui intervient ici, c'est ce qu'on appelle le rayon de Schwarzschild, il s'écrit comme ça, rs égale 2gm sur c carré, où g c'est la constante de gravité de Newton, et puis m c'est la masse du Soleil qui attire Mercure. Et en particulier, dans le cas du Soleil, ce rayon de Schwarzschild il vaut environ 3 km, donc il est vraiment tout petit par rapport aux distances astronomiques qui séparent les deux astres. Bon, alors à partir de cette métrique, on aimerait déterminer le mouvement de Mercure au cours du temps. Et là, ce qui nous arrange, c'est que la métrique, elle ne dépend que d'une seule coordonnée. Vous voyez qu'on a seulement la coordonnée r, l'altitude, qui intervient dans tous ces termes. La coordonnée t n'intervient pas, on a seulement sa variation dt, mais on n'a pas t lui-même qui intervient, et la coordonnée φ n'intervient pas non plus. Et ça, c'est assez logique. La gravité autour d'un corps statique et sphérique ne dépend pas du temps, elle n'évolue pas au cours du temps, et puis elle ne dépend pas de l'angle, la gravité est la même dans toutes les directions. Par contre, elle dépend de l'altitude, la gravité n'est pas la même en fonction de la distance au Soleil. Et donc on a une métrique qui est symétrique, qui est invariante par rapport à deux coordonnées, t et φ. Et ça, grâce au théorème de Noether, on sait que ça va nous donner des grandeurs qui se conservent au cours de la trajectoire. Et ces grandeurs, en fait, elles vont être données par la dérivée de tout ça par rapport aux intervalles de coordonnées dt et dφ, puisque c'est ces deux coordonnées-là, t et φ, qui ne font pas changer la métrique. Donc la première grandeur, c'est lorsqu'on prend la dérivée de tout ça par rapport à dt. Donc ces deux termes ne dépendent pas de dt. On va obtenir seulement une dérivée de ceci. dt carré, lorsqu'on le dérive par rapport à dt, ça donne 2 dt. Et donc on va obtenir quelque chose de la forme 2c carré dt 1 moins rs sur r. Et pour avoir une grandeur qui n'est pas infinitésimale, on va diviser par dτ. On va avoir dt sur dτ, c'est-à-dire le rythme auquel évolue la coordonnée t par rapport au temps propre de la planète. Et ça, on va le noter t point. C'est l'une des composantes de la vitesse spatio-temporelle de la planète Mercure. Alors, en particulier, on peut diviser par 2, et puis on peut diviser par c carré, puisque ce sont des constantes, et donc ce qui nous intéresse, c'est vraiment les choses qui peuvent varier. Et le théorème de Noether nous dit que cette grandeur, E, qu'on appelle plus communément l'énergie, elle est conservée. Et donc ensuite, on a une deuxième grandeur conservée, qu'on va noter grand H, qui, elle, est la dérivée de tout ça par rapport à dφ. Donc on a uniquement ce terme qui intervient. dφ carré, lorsqu'on le dérive, ça va donner 2 dφ, et donc on va obtenir moins 2 r carré dφ. Et puis encore une fois, on peut diviser par moins 2, puisque c'est une constante, et on divise par dτ pour obtenir ici φ point, c'est-à-dire la vitesse angulaire de la planète autour du Soleil. Cette deuxième grandeur conservée, c'est ce qu'on appelle le moment cinétique. Donc on peut réinjecter ces expressions-là dans la métrique. Si on divise toute la métrique par dτ carré, donc on obtient à la place de dt carré, t point carré, dr carré, on obtient r point carré, et puis dφ carré, on obtient φ point carré. Et on avait vu que ds carré, c'était directement c dτ au carré. Donc lorsqu'on divise par dτ carré, ça va donner simplement c carré. Et ça, c'est ce qu'on entend parfois lorsqu'on dit que tous les objets dans l'espace-temps se déplacent à la vitesse de la lumière. C'est le fait que, ici, c'est la vitesse de la lumière qui est la norme de la vitesse spatio-temporelle lorsqu'on prend en compte les trois coordonnées d'espace et de temps de notre planète. Donc si on réinjecte ici, alors on va résoudre pour les valeurs de t point et φ point. T point, du coup, c'est E sur 1 moins rs sur r. Et puis φ point, c'est h sur r2. Alors réinjectons ces deux expressions, je vais réécrire la métrique un peu en dessous.
c carré égale c carré t point carré, donc c carré e carré sur 1 moins rs sur r au carré, ça c'est t point carré. Facteur de 1 moins rs sur r, donc ça m'annule un des deux facteurs qui est en bas, moins r point carré sur 1 moins rs sur r, mais là je peux le factoriser directement en haut puisque c'est le même dénominateur, et moins r carré phi point carré, c'est-à-dire moins r carré h carré sur r4, et là le r carré en haut vient s'annuler avec 2 des puissances de r en bas, et donc j'ai du h carré sur r2. Et là, ce qui est très intéressant avec cette expression, c'est qu'on a désormais la valeur de r point carré, donc la variation d'altitude au cours du temps, par rapport à uniquement des constantes et des variables du problème, et en particulier l'altitude r. Donc là, on a une équation différentielle, et on pourrait essayer de résoudre cette équation pour trouver la fonction r de taux, c'est-à-dire l'altitude au cours du temps de la planète. Le problème, c'est que cette expression, elle est très difficile à trouver, mais par contre, on peut faire une petite manipulation pour trouver quelque chose qui nous intéresse davantage. En particulier, nous, le temps ne nous intéresse pas vraiment. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt la forme de l'orbite, c'est-à-dire en fait l'altitude de la planète en fonction de l'angle qu'elle trace autour du Soleil. Donc en fait, ce qu'il nous faut, c'est plutôt la fonction r de phi, puisque lorsqu'on aura la fonction d'altitude r en fonction de l'angle, eh bien on saura quelle est la forme de l'orbite. Donc on va noter tout de suite que r est une fonction de phi qui dépend lui-même de taux, du temps propre. Et on va noter r', la dérivée de la fonction r par rapport à phi, donc par rapport à l'angle. En fait, on a la dérivée d'une fonction composée qui nous dit que si on dérive r par rapport au temps propre, r point, ça va donner la dérivée de r par rapport à phi, r', fois la dérivée de phi par rapport au temps propre. Et ça, on peut le réinjecter ici. Donc, r point carré, ça va devenir r' carré, facteur de phi point carré, mais phi point, on sait que c'est h sur r2, donc facteur de h2 sur r4. Alors ici, pour faire un peu de ménage, je vais multiplier des deux côtés par 1 moins rs sur r. Et ça me permet de supprimer le dénominateur. Alors maintenant, on voit qu'on a une expression qui n'est toujours pas très simple, mais une astuce, alors pour le coup qu'il faut connaître, qui n'est pas forcément évidente au premier coup d'œil, mais qu'on a déjà utilisée dans la vidéo sur les lois de Kepler. C'est la même astuce que lorsqu'on dérive la forme d'une orbite avec la théorie de Newton. Ça va être de poser une nouvelle variable, u, qui est l'inverse de l'altitude r, 1 sur r. Symétriquement, r c'est l'inverse de u. Alors pourquoi ça nous arrange? On va le voir après. En fait, ça va permettre de simplifier cette équation différentielle. Maintenant, il faut exprimer r' en fonction de u. Alors r' c'est la dérivée donc de 1 sur u, puisque r c'est 1 sur u. Donc la dérivée de 1 sur u, ça va être moins 1 sur u carré, fois la dérivée de u, u'. Faisons le remplacement. R' carré, ça devient 1 sur u4, facteur de u' carré. Alors c'est pas très propre ici. Je vais le réécrire en dessous. On a du u' carré h carré sur u4 r4. Et ce qui est pratique ici, c'est que vous voyez que u et r, u c'est 1 sur r, donc les deux vont s'annuler. u4 fois r4, ça donne 1. Et c'est ça qui est vraiment très pratique dans ce changement de variable. Donc je réécris ça ici. Et pour finir, on voit qu'on a ce h carré ici qui intervient souvent, donc on va diviser par h carré des deux côtés. Alors maintenant, notre équation, elle mélange du u' et du 1 sur r. Donc on va remplacer aussi 1 sur r par u. Et là, on a presque terminé. Ce qu'on va vouloir faire, c'est s'arranger pour éliminer certaines de ces constantes. Vous voyez que ça, par exemple, c'est une constante. Ça, ce 1 fois c carré sur h2, c'est aussi une constante. Donc pour éliminer ces constantes et avoir quelque chose qui est plus simple à résoudre, on va dériver toute cette équation, puisque la dérivée d'une constante, ça donne 0. On va dériver en particulier par rapport à l'angle phi. Donc ces dérivées-là, notées avec des primes. Donc ici, la dérivée de ça, eh bien, le premier terme s'annule, c'est un terme constant. Le deuxième, j'ai moins RSU, donc la dérivée, c'est moins RSU'. Donc j'obtiens moins RSU', facteur de c carré sur h carré.
est égal à la dérivée de ça, c'est une constante, donc ça s'annule, moins la dérivée de u' carré, donc c'est moins 2u' fois la dérivée de u', c'est u''. Ça, c'est la dérivée seconde de la variable u qui est 1 sur r par rapport à l'angle phi, moins la dérivée de tout ça. Alors, je vais ici développer le produit. J'ai u carré fois 1 moins rsu, donc ça donne moins u carré plus rs u cube. Donc la dérivée de ce premier terme, moins u carré, ça donne moins 2u u'. Et ce deuxième terme, u cube, ça donne 3 rs u carré u'. Je remarque que u' est un facteur commun à tous ces termes, donc je peux diviser par u' des deux côtés. On va diviser par moins 2 pour obtenir un facteur 1 devant ce u''. Donc quand je divise par moins 2, ici j'ai 1, ici j'ai plus u, là j'ai moins 3 demi, et puis à gauche j'ai rs sur 2. Mais on sait que rs, je l'ai noté un peu plus haut, rs c'est 2gm sur c carré, donc rs sur 2 c'est gm sur c carré. Et ce c carré va s'annuler, et donc on obtient en fait une constante ici qui ne dépend pas de la vitesse de la lumière. Et cette constante, ça veut dire qu'elle n'est pas relativiste, c'est une constante qui existe aussi dans le calcul newtonien. Et là, on a obtenu notre première équation, l'équation fondamentale qui va nous permettre de trouver la forme des orbites. Alors, je vais la réécrire en dessous pour que ce soit un peu plus clair. On a u' plus u moins 3 demi de rs u carré est égal à une constante gm sur h carré. Cette équation, si vous vous souvenez de la vidéo sur les orbites de Kepler, eh bien on l'avait déjà obtenue avec la théorie de Newton, mais sans ce terme ici, puisque ce terme dépend de rayon de Schwarzschild, et donc c'est vraiment un terme relativiste qui est très petit, puisque ce rayon, on a vu que c'est 3 km, donc c'est très petit par rapport aux distances qui sont en jeu. Mais c'est vraiment ce terme-là qui fait la correction relativiste, et donc qui va apporter cette différence, cette anomalie de 43 secondes d'arc par siècle. Bon, alors, on a déjà effectué une grosse partie du travail. Maintenant, la deuxième partie, ça va être d'essayer de résoudre cette équation pour trouver la forme de U et donc déterminer la forme de l'orbite. Alors ça, c'est encore une fois très complexe puisque c'est une équation qui n'est pas linéaire en U. On voit ici qu'on a un terme en U carré. L'équation newtonienne sans ce terme, elle est beaucoup plus simple à résoudre. On peut la résoudre de façon exacte. C'est l'équation d'un oscillateur. Mais avec ce terme en U carré, c'est plus complexe. Donc ce qu'on va faire, c'est postuler la forme de la solution. En particulier, on se souvient de la vidéo sur Kepler et on sait que la solution est de la forme une constante plus une deuxième constante fois le cosinus de l'angle phi. Ça, c'est la solution de Newton pour l'orbite de Kepler. Et effectivement, si vous injectez ça dans U'' plus U, eh bien ça donne une constante, ça donne la constante A. Et donc en égalisant ce A avec ce Gm sur H carré, on retrouve bien une solution de l'équation. En particulier ici, ce B, c'est lorsqu'on le factorise par A, ce qu'on appelle l'excentricité de l'orbite. On avait vu ça dans la vidéo sur les orbites de Kepler. L'excentricité, c'est simplement la forme de l'ellipse, si elle est plus ou moins allongée. Donc une excentricité de 0, ça donne un cercle. Et puis une excentricité supérieure à 0, ça donne une ellipse. Mais ça, c'est la forme des orbites de Newton. Nous, on veut trouver une solution de cette équation-là avec le terme correctif ici en U carré. Donc on va postuler que notre nouvelle solution, notre solution à cette équation-là, elle est de la forme de Newton, mais avec une petite perturbation. On ne va plus utiliser l'angle phi, mais une fréquence fois l'angle phi. Et cette fréquence ne vaut pas forcément 1, c'est-à-dire que la période de l'orbite ne vaut pas forcément 2π. Alors pourquoi on fait comme hypothèse cette forme-là pour la solution? Eh bien c'est parce qu'on sait qu'on veut retrouver une orbite qui précesse au cours du temps. On veut trouver une orbite dont le périhélie, donc dont la période ne vaut pas exactement 2π, une orbite qui reboucle légèrement plus tard qu'après un angle de 2π. Donc on va postuler ici qu'on a une fréquence qui est différente de 1, et en particulier cette fréquence elle doit quand même être très proche de 1 puisque la précession est très faible, la solution de Newton est quand même une très bonne approximation. Donc on va poser que oméga, la fréquence c'est 1 plus epsilon, où epsilon est un nombre très petit par rapport à 1. Donc ici, oméga phi ça donne phi plus epsilon phi, où epsilon est très petit.
Donc je vais noter epsilon très petit par rapport à 1. Et on ne sait pas d'ailleurs si ce epsilon est positif ou négatif, donc c'est en valeur absolue. Alors on va voir que cette forme-là de la solution ne nous permet pas en réalité de résoudre cette équation, mais commençons par ça, essayons de résoudre l'équation en postulant simplement qu'on a une précession comme ça, et voyons ce que ça nous donne. Alors déjà on va commencer par expandre ce u en faisant l'approximation que epsilon est très petit. Vous connaissez peut-être la formule d'addition des cosinus, cos A plus B, ça c'est une formule qui est valable tout le temps, c'est cos A cos B moins sin A sin B. Donc ici, cos phi plus epsilon phi, ça va être cos phi cos epsilon phi moins sin phi sin epsilon phi. Or, epsilon phi c'est quelque chose de très petit, donc son cosinus ça vaut à peu près 1. Et puis, epsilon phi encore c'est très petit. Sinus de x quand x est très petit, c'est à peu près x. Donc là on peut simplement retirer le sinus. Donc si je réécris ça, u, c'est à peu près égal à A plus AE cos phi moins AE epsilon phi sin phi. Et c'est ce terme-là qui apporte une précession à l'orbite, puisque ça, c'est l'orbite classique. Bon, alors à partir de là, on peut calculer la dérivée u''. Donc dérivons une première fois. U', ça c'est une constante. La dérivée de cos phi, ça va donner moins sin phi. Ici, on a phi fois sin phi, donc il faut calculer la dérivée d'un produit. La dérivée de uv, c'est u'v plus uv'. Donc on a moins AE epsilon sin phi, quand on dérive le premier phi, moins AE epsilon phi. Alors, je vais effacer ça. Cos phi, en dérivant le sin phi. Et puis, dérivons une deuxième fois. U'', c'est moins AE cos phi, en dérivant sin phi, moins AE epsilon cos phi, en dérivant ce sin phi. Et encore une fois, on a un produit. Donc, moins AE epsilon cos phi, lorsqu'on dérive par rapport à phi, et plus AE epsilon phi sin phi, quand on dérive cos phi, qui donne moins sin phi. Alors, ces deux termes sont les mêmes, on peut les combiner, ça donne un 2. Et voilà l'expression de U'' lorsqu'on fait l'approximation que epsilon est très petit. Alors maintenant, il nous faut U carré, donc on va faire le calcul. U carré, c'est le carré de tout ça. Or, on voit ici que U carré va être multiplié par RS, qui est très petit. Donc, tous les termes dans U carré qui vont dépendre de epsilon, on peut s'en affranchir, puisque epsilon est très petit, RS, le rayon de Schwarzschild, est très petit également, et donc leur produit, c'est quelque chose d'ordre 2 qu'on peut négliger. Donc lorsqu'on fait le carré de tout ça, on va avoir ça au carré, plus ça au carré, plus ça au carré, mais on a un epsilon carré, donc ça compte pas. Donc déjà, A carré, plus A carré, E carré, cos carré phi, plus les termes croisés, donc 2 fois ça et ça, donc plus 2 A carré, E, cos phi, plus tous les termes croisés qui font intervenir ça, mais on a un epsilon, donc on ne les prend pas en compte. Alors vous voyez ici qu'on a un cos carré, et en fait c'est ça qui va nous empêcher de résoudre l'équation avec cette hypothèse-là. C'est que ce cos carré, vous connaissez aussi peut-être cette formule de trigonométrie, cos carré d'un angle, c'est 1 plus cos de 2 fois cet angle, sur 2. Donc je peux remplacer ici, cos carré phi, ça va me donner 1/2 plus la même chose fois cos de 2 phi. Et ce cos de 2 phi là, il est vraiment différent de tous les autres termes qui sont inclus. Et donc on voit que si on veut égaliser tout ça avec une constante, on ne va pas y arriver, on ne va pas réussir à supprimer ce cos de 2 phi, sauf si la constante A ou la constante E valent 0. Mais on sait que dans notre cas, ces deux constantes ne peuvent pas valoir 0. Si A vaut 0, alors notre orbite c'est simplement un point situé au niveau du Soleil. Et si l'excentricité E vaut 0, alors on ne peut pas déterminer l'avance du périhélie puisque dans un cercle, on n'a pas de périhélie. Et en particulier, on sait que l'excentricité de Mercure n'est pas nulle. Elle vaut à peu près 0,2. Donc on ne peut pas négliger ce terme et il va falloir trouver une façon de le supprimer. Pour supprimer ce terme, eh bien, on peut simplement postuler que dans notre solution U, il existe un autre terme sous la forme de cos de 2 phi. Donc ajoutons un deuxième terme, B fois cos de 2 phi.
Donc ça, on le suppose simplement. Et ce terme, comme c'est une correction par rapport à la version newtonienne, eh ben, on sait qu'il doit être aussi très petit. Donc on peut rajouter epsilon en facteur, en posant que la constante qui intervient ici, c'est une constante grand B fois epsilon, qui est très petit, puisque tout ça doit valoir 0 dans le cadre newtonien. Alors, si j'ai ce b epsilon cos de 2phi, lorsqu'on le dérive deux fois, cos de 2phi, ça va donner moins 4, on a ce 2 au carré, fois cos de 2phi. Donc ici, dans u'', je vais avoir moins 4 b epsilon cos de 2phi. Et encore une fois, dans u carré, ça ne change rien, puisque ce terme dépend de epsilon, donc on ne le prend pas en compte. Et là, c'est intéressant, puisqu'on a des termes ici qui vont permettre potentiellement d'annuler ce terme-là et de trouver une solution de cette équation. Bon, alors il ne nous reste plus qu'à injecter ces trois expressions là-dedans. On recopie u'', plus u, ça c'est ces deux termes, moins 3/2 de rs u carré, et tout ça doit valoir gm sur h carré, c'est-à-dire une constante. Bon, alors ça paraît un peu fastidieux comme ça, mais en réalité, on voit qu'on a différents groupes de termes. On peut identifier qu'on a d'abord toutes les constantes. Donc ça, c'est une constante. Ça, c'est une constante. Ça, c'est aussi une constante. Ça, c'est aussi une constante. Donc ces quatre constantes, elles doivent être égales si on veut trouver une solution de l'équation. Donc on a une première équation qui nous dit que a moins 3/2 de rs a carré moins 3/4 de rs a carré e carré doit valoir gm sur h carré. Ça, c'est une première équation. Et puis, on a des termes en cos phi. Celui-ci, 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 et puis celui-ci. Et ces termes doivent valoir 0, puisque à droite, on n'a aucun terme en cos de phi. Alors, on voit en particulier que celui-là s'annule déjà avec ça. Et en fait, ça, c'est parce que notre solution approximée, si on prend que ça, eh bien, c'est déjà une solution du problème de Newton. Mais par contre, ces deux termes-là ne valent pas forcément 0, mais on sait que leur somme doit valoir 0 pour être une solution. Donc, on a une deuxième équation, c'est que 2ae epsilon cos phi plus 3rs a carré e cos phi doit valoir 0. Et là, on peut diviser par cos phi, on peut diviser par a, et on peut diviser par e. Et ça nous donne directement la valeur de epsilon. Epsilon, c'est moins 3/2 de rs fois a. Alors pour finir, il faut vérifier que tous les autres termes s'annulent eux aussi. Donc ce terme-là en phi sin phi et celui-là, eh bien, ils s'annulent bien. On a ae epsilon moins ae epsilon. Donc ça, c'est bon. Et puis on a ces termes-là qui nous ont posé problème tout à l'heure en cos de 2phi. Mais on voit ici que la constante b n'est pas fixée, c'est une constante arbitraire. Et donc en choisissant la bonne valeur pour b, on peut réussir à annuler ce terme-là. Donc en choisissant la bonne valeur de b, et en fait cette valeur, elle ne nous intéresse pas tant que ça, eh bien on peut supprimer ces termes-là. Donc on a réussi. Cette fonction ici, à l'ordre 1 en epsilon, c'est bien une solution de notre problème des orbites relativistes. Et en particulier, ce qui nous intéressait, c'était l'angle après lequel l'orbite a effectué un tour complet et après lequel l'orbite revient à son périhélie. Cet angle, il dépend de la fréquence de l'orbite. Et donc, il dépend de ce petit epsilon ici, qui est vraiment le paramètre de précession du périhélie. Donc ici, la valeur de epsilon, c'est vraiment ça qui nous intéresse. Et on voit qu'elle dépend de la valeur de grand A qu'on n'a pas encore déterminée. Alors pour déterminer grand A, on a cette première équation, qui est un peu compliquée, mais on voit que grand A est multiplié par RS, qui est quelque chose de très petit, c'est le rayon de Schwarzschild. Et donc grand A, en fait, on veut seulement sa première approximation. On n'a pas besoin de prendre en compte les petites corrections relativistes dans la valeur de grand A. Donc ici, tout ce qui dépend de RS, on peut le supprimer. C'est des corrections relativistes qui sont très petites. Et on obtient que grand A vaut à peu près gm sur h carré. Et donc voilà la formule qui nous donne la valeur de epsilon. Epsilon, c'est à peu près
moins 3 demi de RS fois GM sur H carré. Alors RS, on le connaît, c'est 2GM sur C carré. Et donc ceci vaut à peu près moins 3G carré M carré sur H carré C carré. Et ça, c'est la valeur de epsilon. On a encore une constante ici à déterminer, c'est ce grand H, le moment cinétique de l'orbite. Et en fait, ce grand H, on peut le déterminer en fonction des paramètres de l'orbite de Mercure. Pour faire ça, on peut revenir à l'approximation newtonienne. On voit ici qu'on a U qui vaut A facteur de 1 plus E cos phi. Et donc, lorsqu'on inverse pour obtenir R, c'est 1 sur A sur 1 plus E cos phi. Donc, A ici, c'est la valeur qu'on a déterminée, Gm sur H carré. Donc 1 sur A, c'est H carré sur Gm. Ça, c'est l'altitude de la planète par rapport à l'angle phi dans l'approximation newtonienne. Donc on peut déterminer par exemple quelle est l'altitude minimale, quel est le périhélie. L'altitude minimale, R-, c'est lorsque le dénominateur est maximal. Et donc c'est lorsque cos phi est maximal, c'est-à-dire lorsque cos phi vaut 1. Donc cette altitude minimale, c'est H carré sur Gm sur 1 plus E. Avec un raisonnement similaire, l'altitude maximale, lorsque Mercure est au plus loin, l'aphélie, c'est H carré sur Gm sur 1 moins E, lorsque cos phi vaut moins 1. Et avec ces deux termes, on peut déterminer ce qu'on appelle le demi-grand axe. Donc lorsqu'on a une orbite elliptique, le Soleil est ici, ça c'est R+, l'aphélie, ça c'est R-, le périhélie, et le grand axe, c'est toute cette longueur-là, donc en fait c'est R- plus R+, et le demi-grand axe en quelque sorte, c'est la moyenne entre R+, et R-, donc c'est ça sur 2. Donc ça c'est le demi-grand axe qu'on note généralement petit a. Et à partir de là, on peut déterminer ce demi-grand axe. A, c'est simplement ça plus ça sur 2. Donc je peux factoriser, c'est H carré sur 2Gm, facteur de 1 sur 1 plus E, plus 1 sur 1 moins E. Alors là, en mettant les deux au même dénominateur, j'obtiens H carré sur 2Gm sur 1 plus E fois 1 moins E, ça donne 1 moins E carré. C'est l'identité remarquable A plus B fois A moins B. Et au numérateur, j'obtiens 1 moins E plus 1 plus E, ce qui donne 2. Et donc finalement, le demi-grand axe vaut H carré sur Gm sur 1 moins E carré. Autrement dit, H carré vaut Gm à facteur de 1 moins E au carré. Et ça c'est super, puisqu'on a déterminé le moment cinétique, qui est une variable un peu abstraite, par rapport à quelque chose qu'on peut observer en astronomie, c'est le demi-grand axe de l'orbite de Mercure. Donc remplaçons ça dans epsilon, on obtient moins 3 G carré M carré sur H carré C carré, donc sur GMA 1 moins E carré C carré. Et on peut diviser par Gm en haut et en bas, on obtient enfin moins 3 Gm sur C carré à 1 moins E carré. Cette expression, c'est vraiment l'expression fondamentale. Elle nous donne la valeur de la précession du périhélie de Mercure. Et alors pour finir, nous ce qu'on veut c'est savoir quel est l'angle entre un périhélie et le suivant, après une orbite. Donc on sait qu'on a quelque chose de la forme cosinus de phi plus epsilon phi, et on veut savoir quand est-ce que ça vaut 2π, c'est-à-dire quand est-ce qu'on a complété une période de notre orbite. Alors pour que ça vale 2π, phi facteur de 1 plus epsilon doit valoir 2π. Donc phi doit valoir 2π divisé par 1 plus epsilon, c'est-à-dire à l'ordre 1, facteur de 1 moins epsilon, puisque 1 sur 1 plus epsilon, c'est à peu près 1 moins epsilon à l'ordre 1. Et donc phi doit valoir 2π, ça c'est dans le cas où ça boucle parfaitement après un angle de 2π, moins 2π fois epsilon, et ça, qu'on va noter delta phi, c'est l'avance du périhélie de Mercure. Donc voilà l'angle qui nous intéresse. Alors on va le calculer, c'est donc moins 2π fois epsilon, delta phi égale moins 2π fois epsilon, ça vaut donc
eh bien les moins s'annulent et on voit qu'on a effectivement une avance, cet angle est positif, 6 pi gm sur c carré à 1 moins e carré. Alors ça c'est l'angle après une orbite, mais nous ce qui nous intéresse c'est de savoir de combien le périhélie s'est décalé après un siècle. Et pour faire ça, eh bien, on va simplement diviser delta phi par le temps que met la planète à parcourir une orbite. Et puis on va multiplier ça par un siècle pour déterminer de combien le périhélie s'avance après un siècle. Alors on peut faire l'application numérique ensemble. Ceci, ça vaut donc delta phi, c'est 6 pi gm. G, c'est à peu près 6,7 fois 10-11 en unité de système international. Fois m, c'est la masse du Soleil, attention, pas de Mercure. Donc c'est 2 fois 10 puissance 30 kg à peu près. Sur c carré, donc c'est la vitesse de la lumière au carré, donc c'est à peu près 9 fois 10 puissance 16 mètres carrés par seconde carré. Fois a, qui est le demi-grand axe de l'orbite de Mercure. Alors là, il faut le connaître. C'est à peu près 58 millions de kilomètres, c'est-à-dire 58 milliards de mètres, fois 1 moins l'excentricité au carré. Et l'excentricité de l'orbite de Mercure, c'est à peu près 0,2, donc au carré 0,04. Et donc ça, on veut le diviser par la période orbitale. Alors puisqu'ici on a un temps divisé par un temps, on peut choisir des unités différentes que pour tout le reste ici. Pour que ce soit plus pratique, on va choisir des jours et des jours. La période orbitale de Mercure, on peut trouver en ligne que ça fait à peu près 88 jours. Et un siècle, ça fait à peu près 365 jours fois 100, fois 10 puissance 2, puisqu'on a 100 années dans un siècle. Et voilà, si on effectue ce calcul, on devrait en théorie retrouver 43 secondes d'arc par siècle. Mais attention, il reste une dernière conversion à faire. Ici, c'est un angle en radian, et donc on veut convertir en secondes d'arc, c'est-à-dire en 3600e de degré. Donc il faut faire fois 3600, et puis il faut multiplier par 360 sur 2pi, puisqu'on veut convertir des radians, 2pi radians, en 360 degrés. Bon alors là, je vous laisse faire le calcul vous-même avec une calculette, et vous allez retrouver 43 secondes d'arc par siècle. Donc c'est assez bluffant de refaire ce calcul par soi-même. On est en train vraiment de faire un calcul historique qui a permis pour la première fois de démontrer la supériorité de la théorie d'Einstein par rapport à celle de Newton, en tout cas en ce qui concerne le mouvement des planètes.